Game begin. Bonjour tout le monde, bienvenue, on est super content d'être là et voilà, on s'est vraiment amusé à préparer ce talk et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc on est là pour vous présenter Vue.js, pour vous présenter ce framework et quoi de mieux que de coder un jeu vidéo pour cela. Voilà, je vous dis pas lequel, vous verrez tout à l'heure et je vais pas spoiler. Et donc voilà, donc moi je m'appelle Nicolas, Juliane, on va donc vous présenter ce talk. Donc déjà, rapidos, un petit historique sur Vue. Donc Vue a été créé par Evan You alors qu'il travaillait avec AngularJS. Et voilà, il se disait qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre les parties qui me plaisent bien dans AngularJS et pour faire un petit truc là, un peu pour expérimenter. Puis ça lui plaisait bien, il a sorti une première version en 2013 et puis il a vu que les gens s'intéressaient à ce qu'il avait fait, que ça avait pris. Et voilà, en 2015, il a sorti la V1. Et face à un engouement qui continuait, il s'est dit je vais essayer de passer à plein temps, et ce qu'il a fait en 2016. Et voilà, depuis 2016, il fait ça à temps plein et il est financé par des dons sur Patreon. En 2016, il y a la version 2 qui sort avec comme principale nouveauté la gestion du Virtual DOM, et la version 3 va sortir prochainement. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour un passage rapide sur l'historique. Ce qu'il faut retenir de Vue, c'est que c'est un framework progressif. Donc par progressif, on entend qu'on va utiliser les outils de l'écosystème de Vue de manière progressive. On commence d'abord par utiliser le rendu réactif, voilà, avec les systèmes de balises, etc. Ensuite, on va utiliser les systèmes de composants quand notre application commence à être un peu plus grosse, puis le routing côté client. La gestion de l'état, quand là on a vraiment énormément de composants qui doivent partager des informations, puis après voilà, build system et éventuellement du rendu côté serveur. Donc voilà, là c'était pour une introduction rapide de ce que c'est Vue, et on va assez vite donc du coup passer à la partie intéressante, donc qui est la partie démo et code. Et là je passe la parole à Juliane. Bonjour, donc comme vous l'avez deviné, on va parler de Pokémon aujourd'hui, avec des salamèches et des bulles bizarres. Du coup, nous on a choisi on a initialisé notre projet avec Vue CLI, donc qui est un outil très important de l'écosystème de Vue. Ça permet de bootstrapper très rapidement des projets. On a toute une architecture qui est déjà faite et on peut se lancer très directement là-dedans. Donc là c'est simple, en fait on va parler dans Vue on a des composants et ils sont seulement mis dans un seul fichier. Donc à l'inverse de plusieurs autres frameworks. Donc on a une partie template ici, on a une partie script et on va avoir une partie style. Et ce pour chaque composant. Donc là on va commencer à travailler à partir du composant racine app.vue. Et donc là, première étape, vous avez le rendu à gauche ici. Première étape, on met juste une balise image, donc rien. Voilà, rien de bien extraordinaire. L'étape suivante, on va commencer à utiliser les datas. Donc pour ce faire, en fait, on va aller dans la partie script de Vue et on va déclarer une variable greetings avec un message. Et l'avantage de Vue, c'est que comme c'est très réactif, si vous allez dans la partie template, vous pouvez directement utiliser la data de ce message. Donc ici, avec les doubles accolades, j'appelle juste ma variable et automatiquement, elle va s'afficher. Donc il faut que je recharge. Bim. Et voilà, elle est ici. Maintenant, c'est bien, on a une petite question. Bonjour, quel est ton nom? On va essayer d'y répondre. Donc on va ajouter un input. Donc voici notre input. Mais avant, on revient dans la data. Hop, on va enlever le style, ça ne nous sert pas. On revient dans la data, on va déclarer d'autres variables, display greetings, donc un booléen très, très simple pour afficher ou ne pas afficher, et le first name qui est initialisé à une string vide. Et de la même manière, en fait, qu'on a bindé dans notre balise précédemment la variable greetings, là on va aller binder à l'input via la directive vmodel que vous trouvez ici, la variable first name. Le truc un peu sympa, c'est que du coup dès que je vais taper quelque chose dans l'input, ça va automatiquement de manière réactive modifier la variable dans ma data. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ajouté un petit contrôleur, donc dès que ma variable est remplie, alors j'affiche un message et je réutilise de la même manière cette variable. Donc ça donne un petit truc comme ça. Dès que je tape, tac, ça s'affiche. Et ça, c'est vraiment Vue qui le gère tout seul en fait. Il a un mapping très précis
de l'arbre des composants et des valeurs. Donc dès qu'une valeur est modifiée, il sait exactement quel composant mettre à jour et quelle variable re-render de manière à les mettre à jour elle aussi. Donc niveau performance, c'est plutôt intéressant. Donc on revient à notre input. On a utilisé le vModel pour binder du coup la variable firstName. Et en dessous, on a un événement. Donc Vue embarque un certain nombre d'événements, comme celui-ci, le keyPress. Donc on va utiliser la directive VON pour dire au moment où on va appuyer sur la touche Enter, alors tu fais passer le display à false. Donc très facilement, toc, Enter, c'est hyper rapide et tout est mis à jour très facilement. Maintenant, bon c'est bien, on a un jeu, enfin on a un fond de jeu, mais on n'a pas de personnage. Donc on va créer notre personnage, et pour ce faire, on va utiliser le système de composants. Donc comment ça marche un composant? Dans composant, ici, on a du coup Sacha. Sacha, c'est simple, c'est une image aussi, donc on le retrouve ici au milieu de l'écran. Et il n'y a rien d'autre dans le composant Sacha. Par contre, dans le composant qui va l'accueillir, dans notre composant racine, le composant parent, app.view, là on va devoir lui dire, très bien, donc on va utiliser une balise qui s'appelle Sacha. Okay. Où est-ce que tu vas aller chercher cette balise? Tu vas l'importer et tu vas déclarer, on va te déclarer, attention, tu vas utiliser des composants externes, donc on les a importés, c'est bien, et maintenant sache qu'on veut que tu utilises ce composant-là. Donc on le déclare ici, Sacha. De la même manière, l'étape suivante, c'est de refactorer un peu tout ça de manière à faire d'autres composants, parce que sinon c'est pas très propre. Hop, donc ça, on passe à la suite. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que notre Sacha, il apparaisse qu'au moment où on a répondu, parce que ça ne sert à rien qu'il soit là avant. Donc on va utiliser une variable display, et ce qu'on va faire, c'est qu'on, de la même manière, tout à l'heure, on va utiliser le vif, et on va l'afficher uniquement quand on l'a décidé. Comment est-ce qu'on va le dessiner? Hop, pardon. Dans le composant du coup du message, on va utiliser un custom event. Qu'est-ce qu'un custom event? C'est simple, c'est qu'on va dire à Vue, ok, je veux que tu m'émettes un événement. Je lui donne un nom, c'est Greetings Finished. Et donc, dès qu'on a fini, je veux que tu m'émettes cet événement. Donc là, on va l'encapsuler dans une méthode déclarée dans l'objet méthode et qu'on réutilise là-haut. Donc avant, on modifiait directement le booléen ici, et là, on va appeler notre méthode pour qu'elle modifie le booléen et qu'ensuite, elle émette l'événement. Et donc cet événement, il va être catché par le composant parent app.view. Et au moment de l'appel du Greetings Message, on va dire... De la même manière, tout à l'heure on avait VON qui preste, maintenant on a VON Greetings Finished. Et là, on fait apparaître Sacha. Donc ça donne un truc comme ça. Tac, le voilà. Bonjour Sacha. Hop, la partie suivante. Du coup, là c'est pas terrible, il est un peu au milieu de l'écran, il monte sur les maisons, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc on va essayer de le positionner ailleurs. Pour ça, on va lui dire, ok, Sacha, tu vas utiliser des valeurs de pixels et on va te les mettre dans ton style pour qu'automatiquement on puisse gérer ces valeurs très simplement. Donc là, on va binder le style ici. Donc on utilise un objet JavaScript que Vue va interpréter automatiquement et on lui dit qu'on veut que tu sois à telle distance du top, telle distance du left, et tout ça, on va l'enregistrer dans la data du composant Sacha. Donc il va avoir une position X, une position Y, et automatiquement, donc là vous avez vu, ça s'est mis à jour directement, il est placé ici. Maintenant, on voudrait que ce ne soit pas lui qui gère ça, mais plutôt peut-être son composant parent. Donc on va utiliser des props, et les props, ça fonctionne exactement de la même manière. Hop. Sauf qu'on enlève cette partie data qu'on avait tout à l'heure, et on lui dit juste, ok, Sacha, attends-toi à recevoir deux valeurs des props, la props X, la props Y, tu les réutilises exactement de la même manière dans le style, mais ça, c'est app.view au moment où il va appeler du coup ce composant qui va les donner. Donc on va lui donner, ok, X égale à 200, Y c'est égal à 300. Il n'y a pas de changement, il est positionné, et voilà. Maintenant, c'est bien, c'est écrit en dur, mais ce serait peut-être sympa quand même de pouvoir gérer le positionnement pour X raisons. Donc en fait, on va déporter ces valeurs-là et on va les mettre dans la data. Et on va les binder du coup pour les donner en tant que props au composant Sacha. C'est ce qu'on va faire de cette manière-là. On se crée un petit objet Sacha avec un display true ou false, une position X, une position Y, et avec le vbind X, on lui donne la valeur Sacha de X, enfin Sacha.x, pardon, et Y Sacha.y.
le petit truc, là ça peut vous paraître un petit peu verbeux, du coup le vbind de .x, mais on peut avoir juste le 2.x. C'est la version un peu raccourcie de ça. De la même manière pour les événements, il y a le von, mais on peut avoir l'arrobase pour que ce soit un petit peu moins verbeux, et quand on a beaucoup de choses à déclarer, c'est plus pratique. Donc maintenant, notre Sacha est positionné là-haut, mais si on regarde, on ne sait pas trop où il est positionné, enfin, on voudrait le déplacer quand même, parce que là, il est un peu statique. Donc on va utiliser de la même manière que tout à l'heure les événements, avec le type res. Cette fois, on va utiliser les flèches du clavier. Hop, c'est ce qu'on retrouve là-haut. On va utiliser les flèches du clavier, et on va lui dire de manière très arbitraire, tu vas te déplacer de 40 pixels à gauche, à droite, en haut, en bas. Et avant, par contre, pour un peu plus de praticité, il va falloir qu'on fasse un petit focus sur la scène. Pour ça, on utilise l'attribut ref, donc, qui est aussi embarqué par Vue. C'est l'équivalent d'un getDocumentBy ID. Et au moment de la création, du démarrage du jeu, donc on aura créé une méthode démarrage du jeu, start game, on utilise le ref pour lui dire ok, tu fais un focus sur la scène, comme ça on peut commencer à jouer directement, dès le hunter. Et donc on va pouvoir commencer à déplacer notre personnage comme ça. Hop. Donc là c'est sympa, il bouge un peu, ça commence à ressembler un peu plus à un jeu de Pokémon, mais il fait encore un peu n'importe quoi. Enfin, il marche un peu partout. Et déjà en plus il n'est pas trop aligné. Si vous regardez, il est à moitié sur le toit, à moitié sur le sol encore une fois, donc là on s'est dit peut-être que ça peut être sympa quand même de lui donner une méthodologie. Pour ça on va lui créer une grille, et on va essayer de commencer à s'abstraire du système de pixels et se dire que peut-être on va commencer à parler en cases, c'est quand même un peu plus pratique que de parler en pixels. Donc, grâce à cette grille, on va parler d'une autre composante de Vue, c'est le vFor, donc c'est le list rendering. Nous, on l'a un petit peu détourné, vous allez le voir. Donc le composant grille exactement de la même manière. On crée un nouveau composant, on l'importe dans le composant parent, enfin on le déclare avant et on l'importe. Et là, on va utiliser le vFor. Normalement, le vFor, c'est fait pour quoi? C'est fait pour boucler sur des tableaux, sur des objets, et afficher des listes de choses. Nous, on n'en avait pas forcément besoin dans notre cas, nous on voulait l'utiliser vraiment pour boucler sur un nombre et afficher des cases. Donc c'est ce qu'on a fait, on a donné deux variables, la width et la height, et on a bouclé là-dessus. Donc on boucle d'abord sur la hauteur pour faire des lignes, et ensuite on fait des carreaux dans chaque ligne, 20 carreaux dans chaque ligne. Ça c'est l'utilisation du vFor. Maintenant, par contre, alors si on regarde, il n'est pas du tout aligné. Voilà, c'est encore pas terrible. Ça avance, mais c'est pas encore ça. Donc on va essayer peut-être de l'aligner. On a une petite formule pour ça, pour continuer toujours dans cette logique de parler de cases et non plus de pixels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite formule qui est ici. Donc là, avant, on avait des nombres en dur, et là, on commence à décomposer un peu les choses. Donc on se dit qu'on veut qu'il soit à la 10e case. Fois 40, on a décidé que nos cases c'était 40 pixels, moins 20 pour qu'il soit à peu près centré dans la case, et ça c'est du CSS, on s'en fiche, c'est un petit fixe. Donc, et oui, la découpe d'image c'est pas facile. Donc maintenant qu'on a un personnage qui commence à être un peu plus centré, hop, vous voyez, là c'est un peu plus joli déjà quand même, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, il fait encore, il se balade n'importe où, mais ça, c'est une autre histoire. Ça va se gérer grâce au store. Alors, le store, qu'est-ce que c'est? Donc, on va faire une petite pause là. Hop, vous n'avez rien vu. Le store, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de gérer, en fait, c'est un peu comme une base de données interne à l'application. Par contre, elle ne vit qu'au moment du lancement de l'application. Si vous allez refresh votre page, le store est vidé. Donc, mais en fait, ça permet d'avoir toutes les données, d'éviter de requêter l'API en boucle, et de récupérer les données directement depuis le store à chaque fois qu'un composant en a besoin. Donc là, on a vu aussi tout à l'heure que les props, ça se passait de parent à enfant. On peut émettre des événements pour faire remonter l'information, mais l'avantage du store, c'est que n'importe quel composant peut l'utiliser. Donc on n'a plus besoin de s'embêter avec des props dans tous les sens et des événements dans tous les sens. Donc, à quoi il ressemble ce store? Donc ce store, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est la partie Vuex, c'est l'outil Vuex de Vue. Donc, hop, ça, encore une fois, vous n'avez rien vu. Donc il se décompose pour l'instant en trois parties. On a notre partie state qui représente la data, donc c'est un objet, il y a des valeurs, voilà, ils sont initialisés à objet vide, tableau vide pour l'instant. Et les seules choses qui vont pouvoir modifier ce state,
Techniquement, c'est pas vrai, puisqu'on peut modifier le state n'importe comment, mais c'est vraiment pas bien. Il faut se discipliner, et la vraie manière pour modifier le state, c'est de faire une mutation. Donc on va commit une mutation. Les mutations, elles ressemblent à ça. Donc set environment, elles ont un nom, on va leur indiquer qu'on va utiliser le state, et qu'on va leur passer une variable. Et là, on utilise l'outil de view qui nous permet de muter le state très simplement. Donc view set, hop, je vise le state, je vise la property environment et je lui change sa valeur. Et ces mutations, elles sont toujours synchrones. Donc quand on va vouloir faire des appels à l'API, c'est pas par la mutation qu'on va passer. On va passer par une action. Les actions, elles sont synchrones ou asynchrones, ça c'est au choix. Mais dans le cas d'appel API, on passera par une action qui va du coup récupérer toutes les données dont elle a besoin, pour ensuite les muter dans le store. Appeler la mutation qui elle-même va les muter dans le store. Donc notre action, nous, non, je ne vais pas vous la montrer maintenant. Notre action, ce qu'elle va faire, c'est qu'on n'a pas mis en place d'API, on a créé manuellement, automatiquement notre tableau pour représenter notre environnement. Donc en fait, on a un tableau de 18 items qui, chaque item est lui-même un tableau de 20 items. Et ces items, donc ces cases, en fait, sont représentés par des objets. Il y a deux choses à savoir sur ces objets. Il y a une property canWalk pour savoir si elle est true ou false, savoir si Sacha peut marcher sur cette case ou pas. Typiquement, les maisons, il ne peut pas. Et l'autre property, c'est du coup le type. Donc, là, on crée automatiquement ce tableau, mais ça, on s'en fiche. Donc, vous voyez, il y a un type. Il va y avoir un type floor, et tout est à true. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier une case, cette case ici, pour lui dire non, ça tu ne peux pas, c'est un mur. À la fin, on a initialisé notre donnée, ou récupéré notre donnée sur l'API, c'est selon. Donc on va lancer le commit de la mutation pour lui dire ok, maintenant cette info, je l'ai récupérée, tu l'enregistres dans le store. Et donc c'est cet environment qui va enregistrer ça dans le store. Nous, on veut le faire à l'initialisation de l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lifecycle du composant. Donc Vue utilise un certain nombre de lifecycles. Un composant, il est toujours créé, mounted, il peut être updated, et à la fin, il est destroy. Donc dans notre app.view, on va utiliser le lifecycle created. Donc dès que le composant app.view est créé, on va lancer le dispatch de l'action. Donc on va appeler notre action getEnvironment de manière à initialiser l'environnement. Un truc sympa, c'est ça. Ah, par contre, c'est peut-être un peu petit. Ça va, vous voyez bien? Bon. Ça, c'est Vue DevTools, donc ça nous permet, ça existe sur Chrome, sur Firefox, pas autre chose, je crois. Et ça nous permet d'aller visualiser très facilement l'état de notre application Vue. Donc là, on peut se balader dans les composants. Donc j'ai les valeurs de chaque composant. En temps réel, hein, bien sûr. Si je le change ici, hop, si je change, hop, ça change directement. Hein. Et ici, on a une vision de notre state. Donc on a les mutations qui se mettent à jour ici. Là, vu que je l'ai ouvert après, je n'ai pas ma mutation de création d'environnement. Mais ici, je peux accéder à mon state aussi en temps réel. Donc pour voir qu'est-ce qu'il contient, si je fais une modification, ce à quoi va ressembler mon application et tout. Donc c'est très très pratique. Et je ne sais plus où j'en étais. Si. Du coup, on appelle cette action qui met en place cet environnement. Donc là, on peut voir que notre environnement dans le state a bien été rempli. Et donc là, normalement, Sacha a un environnement, mais, et oui, il s'en fiche. Il ne sait pas encore qu'il n'a pas le droit de marcher sur ce mur. Donc on va lui expliquer, très bien, maintenant tu veux te déplacer quelque part, ok, mais tu récupères l'information avant. Tu ne fais pas ça n'importe comment. Pour ça, on va utiliser un getter. Mais qu'est-ce qu'un getter ? Le getter, c'est ça, c'est une autre, ça se trouve encore dans le store, et ça permet de récupérer la donnée du store, soit directement, telle qu'elle, donc nous c'est ce qu'on fait à peu près, soit de la changer. Par exemple, des fois vous avez enregistré un objet, vous avez besoin de le transformer en tableau, donc c'est le getter qui va faire ça pour vous. Dès que vous allez appeler votre getter, hop, il va modifier automatiquement la donnée, vous la renvoyez dans le format que vous voulez. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence encore une fois petit à petit à s'abstraire de cette notion de pixels et passer plutôt en cases. Donc là, on a inversé la formule de tout à l'heure pour utiliser des x-squares, donc des cases. On va aller chercher dans notre state, donc le getter c'est canWalk, hein. On va aller chercher dans notre state la case, donc la ligne et la case, et savoir si canWalk est à true ou false pour que notre personnage puisse l'utiliser ou pas. Entre-temps, on a créé aussi une fonction move
je vais passer un peu les détails là-dessus avec une direction up, down, etc. Et ce que fait notre fonction, c'est qu'elle vérifie d'abord si la case, on peut marcher dessus. Si oui, on déplace le personnage de 40 pixels. Et enfin, un petit truc... non, pardon, c'est plus tard ça. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant? Je vais fermer ça. Ça donne ça. Donc là, normalement, mon personnage, donc vous ne le voyez pas, mais j'essaye de monter, d'aller à gauche, sur la case, et notre personnage n'y va pas. Donc là, ça y est, il a conscience que ce mur existe. Tout ça grâce au store. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la logique du store et on va essayer de la mettre plutôt... on va déplacer la logique du composant et plutôt le mettre dans le store, pour que ce soit lui qui soit garant de notre donnée, en fait. Notre personnage, il va aller récupérer les informations. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Oui, non, peut-être, mais notre composant n'aura pas forcément conscience de tout ça. De cette manière, en fait, on va très simplement déplacer notre fonction move, là, qui était gigantesque avec le switch. On va la mettre en tant qu'action dans le store, donc c'est ici, voilà. Et en même temps, on va changer, on va profiter de cette modification pour passer vraiment sur des cases et non plus des pixels. Pour ce faire, on va parler que en cases, nous, et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un getter de la même manière que tout à l'heure, qui, lui, va faire la traduction, en fait. Il va traduire notre version case en pixels, de manière à ce que sur notre composant Sacha, on puisse utiliser une computed property. Donc ça, c'est une autre chose très importante de Vue, c'est que les computed properties, elles sont réévaluées à chaque fois que que l'une des valeurs qu'elles utilisent est modifiée. Automatiquement, si je modifie la position, en fait, si je modifie la position, mon getter va automatiquement se recalculer et ma computed va automatiquement se recalculer. Donc elle va modifier la variable position pour qu'on puisse l'utiliser dans les styles. Donc ça, je vous fais un petit exemple. Tac. Ici, voilà, donc là on a le getter, la valeur du getter à l'heure actuelle. Et vous voyez que si je change, c'est vraiment instantané, quoi. On voit mes mutations ici qui s'amoncellent. Et là, on a vraiment la position pixel et la position en case qui se changent de manière très réactive. Donc voilà, il n'y a toujours pas d'environnement, juste ce petit mur ici. Donc maintenant qu'on parle de case, c'est un peu plus simple. C'est le store qui gère toute cette logique de pixels qui en fait ne sert vraiment qu'à du style. On va changer l'orientation de notre personnage. Là, ça va être très simple aussi. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ça reprend les mêmes concepts des computed. Un getter et un computed. Hop, on passe à l'étape suivante. Donc là, on a un nouveau getter qui récupère l'orientation. L'orientation, comment elle est gérée? Elle est gérée dans le composant Sacha. Et au niveau de son image, on va faire un vbind de l'image source. Et en fait, on en a plusieurs et on change juste cette variable-là grâce à un template string. Et cette variable orientation, exactement de la même manière, grâce à une computed property, elle est recalculée en temps direct. En direct, pardon. Donc là, on peut le voir ici, toujours dans le store. Et si je déplace, mon personnage, il se tourne. J'ai ma mutation, bien sûr, j'ai créé une mutation pour modifier le store, donc qui s'appelle Change Orientation. Et là, mon personnage se tourne. Donc là, vous voyez qu'on ne peut toujours pas aller ici. Donc la dernière étape, c'est de lui donner vraiment un environnement à Sacha. Donc là, j'ai juste passé dessus. C'est pas très intéressant. On a fait ça un peu de manière bourrine. On a créé un grand tableau de tableaux avec des objets répliqués, enfin voilà, qui correspond quand même à l'environnement. Et donc là, on va voir que ça y est, le déplacement est complet. On peut se promener, on ne peut plus marcher sur les maisons. Le store est mis en temps réel. Donc si je change de vue et que je passe par exemple en mode combat, et dès que je repasse sur cette vue, en récupérant juste les données du store, on peut repositionner mon personnage. Donc ça marche pour ce personnage, ça peut marcher pour des PNJ, pour tout ce qu'on veut. Et donc ça, c'est quand même la force de Vue, cette gestion du store. Donc c'est très bien de se balader dans Bourg-Palette, mais du coup maintenant on va aller peut-être combattre un petit Pokémon, parce que c'est quand même l'intérêt du jeu, non? Donc je vais vous laisser avec Nicolas. Et du coup, voilà, je vais prendre le relais pour la partie combat. Ok. Donc, alors je vais fermer cette fenêtre déjà. Ok. Donc pour la partie combat, en fait ça se déclenche quand le personnage arrive dans l'herbe. Donc première chose à faire, c'est détecter
à quel moment il passe dans l'herbe. Donc on va réutiliser les types qui ont été présentés là, qui définissent l'environnement. Bon, avant ça, moi maintenant que le déplacement a été bien réglé sur la grille, du coup je l'enlève pour alléger un peu l'affichage. Et donc voilà, on va voir comment on peut gérer le déclenchement du combat avec l'herbe. Donc là, l'idée, c'est de déclencher quelque chose lorsque Sacha rentre ici, par exemple. Donc, ouais. Alors, excusez-moi, il y a un petit souci. Ok, donc là je pense que c'est revenu. Excusez-moi. Donc c'est le système pour passer d'une étape à l'autre qui s'est emmêlé les pinceaux. Donc là, où j'en suis, donc en fait ce que j'ai fait là, donc je suis à quelle étape? Ouais, alors on va voir. Donc là l'idée c'est donc de déclencher quand on arrive dans l'herbe. Donc, donc là j'ai passé quelques étapes, donc je vais les faire rapidos. Donc on se retrouve dans le composant AppView, où en fait donc l'idée c'est de détecter quand on passe dans l'herbe. Et donc pour cela on va utiliser, on va définir un nouveau getter dans le store. Donc on récupère ici donc la valeur du store qui donne le type du carré courant. On en fait une donnée computed de notre composant AppView. Et nouveauté, on va utiliser un watcher, on va surveiller les changements de valeur de ce type. Donc chaque fois que la case courante de Sacha va changer de type, donc elle va passer de Flore à Grasse, en l'occurrence, ou à autre chose, on va exécuter cette méthode-là. Et là, en l'occurrence, si c'est le type et Grasse, on est sur l'herbe, dans ce cas-là, on va passer dans le mode de jeu combat. Donc on a géré avec une variable dans le data qui s'appelle tout simplement le mode. Et donc suivant le mode, on va afficher ou non un nouveau composant qu'on a défini, qui s'appelle Battle, et que là on voit afficher avec déjà des choses dedans. Donc voilà, là on a commencé à essayer de présenter ce que pourrait être la petite fenêtre de gestion des combats de Pokémon. Donc là, dans ce document, dans ce composant Battle, pour l'instant on affiche juste des images, et donc on va enrichir un petit peu ce composant au fur et à mesure. On va rajouter des choses. Donc là, je commence par les positionner. Donc là, on est sur du styling CSS classique. On va mettre le nom. Donc là, c'est des balises HTML aussi assez classiques. On aurait pu faire un composant réactif, mettre ces informations-là dans des données, mais bon, pour simplifier les choses, là, on va considérer qu'à chaque fois, les deux Pokémon concernés, c'est Salamèche et Bulbizarre. Et voilà, on ne va pas passer par les datas pour ce genre de choses, pour pas non plus trop en rajouter. Mais bien sûr, ce serait la bonne manière de le faire de manière réactive. Si on passe à l'étape suivante, et c'est là que ça va m'intéresser un peu plus. Voilà, donc si on est là, voilà la fenêtre de combat. Donc là, ça commence à prendre forme comme on la connaît. Et en particulier, il y a ce composant sur les points de vie, la petite échelle qui va varier en fonction du nombre de points de vie. Donc pour ça, déjà, il y a un premier composant qu'on a créé pour le dessin de toute cette petite zone, mais je ne vais pas rentrer dedans, mais bon voilà, on a mis ça dans un petit composant, et il y a ce composant HP bar qui va permettre de se faire cette petite réglette. Donc on va aller voir rapidement ce qu'il y a dans ce composant. Donc
voilà, il est là. Et donc ce qui va être intéressant ici, mais on réutilise des concepts que Julian a déjà présentés. On va faire un binding de style ici pour prendre une property HP qui aura été donnée par le composant parent pour déterminer la largeur du div qui va faire la taille de cette barre de couleurs, quoi. Et donc voilà, c'est un binding assez classique. Donc je passe à la suite. L'autre chose qu'on aimerait faire, c'est de mettre une couleur différente suivant là où on est dans l'échelle des points de vie. Et pour ça, on va faire un binding avec la couleur, mais cette fois-ci, on va utiliser une propriété computed de view qui va réagir au changement de valeur de HP et qui va renvoyer la couleur à utiliser pour faire le rendu de cette barre-là. Donc là, la valeur color, elle va se mettre à jour chaque fois que HP va changer. Donc voilà, là on utilise à plein les mécanismes de view pour faire un rendu comme ça réactif à des changements de valeur. Et côté du coup composant battle, c'est pour l'instant, c'est le composant battle, pardon. Donc voilà, pour l'instant on a juste mis en dur les valeurs des points de vie, et bien sûr l'étape suivante c'est de le faire de manière aussi réactive avec des datas qui sont stockées dans notre composant battle dans un premier temps. Donc voilà, on a des datas qui stockent les valeurs, les niveaux de points de vie des deux Pokémon, et puis on les passe avec un vbind à la property HP de HP bar, quoi. Donc voilà, on reste sur du classique et des choses qu'on a déjà un petit peu vu, quoi. L'étape suivante, c'est en fait les points de vie, voilà, ça fait partie quelque part de la réalité du monde, de l'environnement de notre jeu, quoi. C'est quelque chose qui change pas, quoi. Donc du coup, c'est logique de le mettre dans le store. Donc on a rajouté dans le store le stockage de ces valeurs-là. Et ici, on va réagir au changement de ces valeurs pour l'affichage de notre composant battle. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer ici. Ok, donc j'ai passé à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, là maintenant on va commencer à s'intéresser à... alors je vais montrer l'effet là. Jusqu'à maintenant en fait on n'avait que la partie point de vie et puis voilà les images des Pokémon, et le déroulement du combat va se passer en bas dans une sorte de fenêtre de message. Donc on commence à l'implémenter ici. Voilà, pour l'instant on introduit juste un nouveau div en dessous de cette partie là, quoi. Et c'est ça qu'on va utiliser pour cadencer notre combat. Donc voilà, là c'était juste pour montrer l'arrivée de ce petit truc. Première étape, c'est de sélectionner l'attaque du Pokémon de Sacha. Donc l'utilisateur il va choisir l'une des deux attaques, et là pour l'instant on l'a fait tout simplement en cliquant sur le div qui a été créé. Ça va sélectionner l'attaque. Et donc juste pour se rendre compte de l'effet encore une fois réactif, je l'affiche juste à côté, quoi, mais voilà, sans vraiment le mettre en forme. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. C'est toujours les événements la natif gérés par View. Quand on clique sur Griffe, on lance cette méthode là qui va mettre à jour une variable qu'on a appelée Sacha Move, qui va stocker l'attaque de Sacha et qui est mise à jour par la méthode Select Sacha Move. Ok. Étape suivante, maintenant qu'on a fait l'attaque, qu'on a sélectionné l'attaque, il faut afficher le résultat de l'attaque. Enfin, il faut afficher l'attaque qui a été sélectionnée. On va le faire de manière un peu plus propre en le faisant vraiment comme une deuxième étape de notre séquence de combat. Donc maintenant, quand on clique ici, on voit que y a le message qui indique ce qu'on a sélectionné. Donc là, on voit bien que sur cette étape de combat, on va enchaîner plusieurs étapes avec des messages qui vont s'afficher. Donc on va gérer une sorte de petite machine à état pour dire à quelle étape on est dans le déroulement de ce combat. Donc on introduit une variable qu'on va appeler step et qui va identifier l'étape où on est, et on va afficher les différents diffs en fonction de l'étape où on est. Donc voilà, donc le code ici, on voit que on monte la sélection quand on est sur cette étape là, et on montre le display quand on est sur cette on montre l'étape de combat choisie quand on est sur cette étape là. L'étape suivante, c'est voilà, on va mettre un peu de temporisation dans tout ça. On va effacer le message, pardon.
on va effacer le message une fois enfin, au bout de 2 secondes, quoi. Donc, et on va faire ça pour tous les messages, donc on a juste rajouté ça, c'est pas grand chose. Et ensuite, si on continue, l'étape suivante, c'est de faire la même chose. L'étape suivante, c'est que le Pokémon ennemi choisisse son attaque. Donc voilà, là c'est le Pokémon de Sacha, et là on voit le choix de l'attaque de l'ennemi, et pour implémenter ça, en fait on a rajouté juste un autre div pour afficher le résultat de l'attaque, et une fois que Sacha a choisi son attaque, on tire au hasard pour l'attaque de l'ennemi, et puis on l'affiche, quoi. Donc voilà, on voit la logique d'enchaînement des différentes étapes qui apparaissent dans cette fonction pour l'instant. Voilà, on va juste faire un petit peu de refactoring pour avoir une seule méthode qui comprendra aussi la temporisation. Et l'étape suivante, c'est de vraiment prendre en compte l'effet de l'attaque. Donc pour cela, parce que pour l'instant, quand le combat se déroulait, les points de vie ne descendaient pas. Donc maintenant, on va commencer à prendre en compte ça. Et on va utiliser le store on va faire une mutation dans le store pour diminuer le nombre de points de vie. Donc là, on l'a fait de manière complètement arbitraire. Voilà, on a décidé que toutes les attaques de Sacha, ça ferait 4 points de vie sur l'ennemi, quoi. Donc voilà, c'est assez classique, hein, on réutilise le store, les fonctionnalités du store qui ont déjà été utilisées. Et bien sûr, tout se met à jour automatiquement. Là, on n'a rien à faire. C'est tout par le côté réactif de View, réactif entre ViewX et les composants, qui va faire que tout s'affiche de manière naturelle, quoi. Du coup, l'étape suivante, c'est de faire la même chose, mais du point de vue de l'ennemi. Donc voilà, qu'il n'y ait pas que Sacha qui fasse des dégâts, sinon c'est pas juste. Voilà, donc là on voit que quand l'ennemi attaque, ça diminue les points de vie du Pokémon de Sacha. Ok, donc là c'était la même chose, c'est pas très compliqué. Là on refactoring, enfin un peu de refactoring pour alléger la logique du combat qui est affichée ici pour que ce soit un peu plus facile à lire. Bien sûr, tout ça, idéalement, on le mettrait dans un autre composant, soit un fichier JavaScript, soit éventuellement un composant Vue, mais qui gérerait vraiment la logique de l'état. Là, on l'a laissé dedans pour simplifier la présentation. L'étape suivante, c'est une fois qu'on arrive à 0 point de vie, que le combat, que le Pokémon soit KO, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a dû rajouter un watcher sur le nombre de points de vie du Pokémon pour indiquer que le Pokémon est KO, et là en l'occurrence que le Pokémon de Sacha gagne des points d'expérience. Donc pour cela on a rajouté un watcher sur la property computed qui surveille le store, hein, et qui va se déclencher, et on va faire quelque chose quand la valeur des points de vie va arriver à 0. Et là ça va être juste afficher les deux messages en question. Et enfin, dernière chose sur cette petite partie-là, c'est que une fois que le combat est fini, alors là je crois qu'il faut que je redémarre. Et donc je vais dérouler le combat jusqu'à ce que Bulbizarre arrive à 0. Et donc là l'idée, c'est que j'ai utilisé un événement custom pour dire aux composants parents que c'est la fin de la bataille, et que ils réagissent à ça. Donc à la fin des messages, il envoie End of Battle, et là le composant AppView, il récupère cet événement là ici, tout simplement enlever on sur le battle, et change le mode de jeu, quoi. Et donc là on revient dans le mode déplacement, quoi. Voilà. Et enfin la dernière étape, la toute dernière étape, c'est... Ah oui, d'abord, je vais passer vite là, c'est pas vraiment important. Et la dernière étape, c'est de faire en sorte que ça soit la même chose pour Sacha, que quand lui il arrive à 0, que là ça soit le Pokémon ennemi qui est gagné. Donc voilà, là vous avez vu l'implémentation avec View des deux aspects de Pokémon, le déplacement et la gestion des combats. Et on espère qu'avec ça vous avez pu voir vraiment comment fonctionnait View, surtout le côté réactif, c'est vraiment le truc qui est hyper important là-dedans. Et puis voilà, la gestion du store, la gestion des événements, le two-way bindings, etc. Voilà, on a vu pas mal de notions avec ça. Bon, il en reste plein, comme on a vu tout à l'heure
Sur le côté progressif, il y a plein d'autres aspects, le routeur, le SSR, etc. Mais bon, voilà, là, ça donne une bonne vision de ce que permet de faire Vue. Et voilà. Donc, vas-y, tiens, tu passes sur le dernier transparent. Donc voilà, merci à vous.